Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du Bitcoin. La Bitcoin dominance est au plus haut depuis un certain temps. On va aussi parler de Chainlink, de FTX, de Pool Together et de plein d'autres choses. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours, je vous fais la synthèse des meilleures actualités crypto du jour. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche aujourd'hui. Regardez cette belle journée. Bitcoin 31 000 dollars plus 3,96%. Ethereum 1683 dollars plus 3%. Là, quasiment tout le marché est en hausse aujourd'hui. On peut voir certaines cryptos font des hausses encore plus spectaculaires, notamment Chainlink plus 7,5%, j'en parle tout de suite. On va aussi parler de Polygon, 6,37%, Polygon, Polkadot plus de 6%. Bref, les altcoins se portent plutôt bien aujourd'hui, et même le Bitcoin et Ethereum. Et je voulais revenir justement sur Chainlink. On a Decrypt qui nous fait tout un article sur le fait que Chainlink a une forte hausse aujourd'hui. Et avec notamment une information autour d'un nouveau partenaire en fait de CCIP, de Chainlink, de leur sorte de bridge en fait, qui est une solution qu'ils ont lancée il n'y a pas très longtemps pour pouvoir avoir une meilleure interopérabilité entre les blockchains et aussi entre la finance traditionnelle, notamment Swift, BNP Paribas et plein d'autres acteurs du marché. Et là dernièrement, il y a eu le Depository Trust and Clearing Corporation, DTCC, qui vient de faire un partenariat avec Chainlink. C'est un fournisseur d'infrastructures de la finance traditionnelle très important. Donc nouveau partenariat, ils ont deux publics différents de Chainlink. Ils ont d'une part les utilisateurs qui vont utiliser leur bridge CCIP, d'autre part les institutionnels de la finance traditionnelle qui veulent se lancer dans la blockchain mais qui cherchent une porte d'entrée simple et efficace. Bref, beaucoup de choses positives en ce moment autour de Chainlink. Ensuite, je voulais parler du Bitcoin. Regardez le Bitcoin avec la Bitcoin dominance qui est un plus haut depuis 2 ans en fait. On va voir ensemble, regardez ça, c'est le graphique qui montre la Bitcoin dominance, c'est-à-dire la part de marché du Bitcoin sur tout le marché des crypto-monnaies. Il faut savoir que jusqu'à 2017, à peu près avec la folie des ICO sur Ethereum, Bitcoin, ça représentait 90% de la market cap, de la capitalisation de l'ensemble des crypto-monnaies. En 2017, il y a eu Ethereum et j'ai dit la vague des ICO, etc. Et en fait, la Bitcoin dominance a fortement baissé. On est passé à un plus bas, regardez, 38%, en 2018, 32%. Depuis, c'est reparti à la hausse. On a atteint 70% quasiment en début d'année 2021. Depuis, ça a baissé. Et en fait, là, on est à quasiment 50%, 49,58%. Et on peut voir, c'est effectivement un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le 16 avril à peu près 2021, avril 2021. Donc vraiment, ça fait un moment qu'on n'a pas atteint ce niveau, c'est notable. Les gens, en fait, se considèrent le Bitcoin, moi aussi, hein, je suis le premier à considérer le Bitcoin un peu comme une valeur refuge dans les crypto-monnaies. C'est-à-dire, si tout va mal dans les crypto-monnaies, je me dis que le Bitcoin se portera un peu mieux que le reste. C'est une théorie, c'est pour ça que j'ai une partie de mon portefeuille crypto, c'est du Bitcoin, c'est une assurance pour moi par rapport aux crypto-monnaies, par rapport au reste, on va dire même au monde de la finance traditionnelle. Si jamais il se passe un truc catastrophique, je me dis le Bitcoin est toujours là. Enfin bon, tout ça pour dire, Bitcoin dominance, un plus haut depuis plus de 2 ans, c'est tout de même notable. Ensuite, Chainlink, je vous ai dit, forte hausse. Il y a toujours la promotion Ledger, il y a encore une semaine à peu près, avec moins 30% sur ce très bel objet, enfin pas du tout bel objet de Ledger, mais qui est orange et qui coûte moins 30%, le Nano S+. N'hésitez pas à passer par mon lien, ça permet aussi de soutenir la chaîne si vous achetez via ce lien, il y a le code promo aussi, je vous mets tout dans la description. Alors, ensuite, on va rester sur le Bitcoin avec une information autour de Satoshi Nakamoto ou de quelqu'un qui était, que tout le monde, beaucoup de personnes pensent que Alphine est Satoshi Nakamoto. Alphine, c'est quelqu'un qui était très actif sur les mailing lists du Bitcoin depuis quasiment le début. La première transaction qu'envoyait Satoshi Nakamoto à quelqu'un, c'était à Alphine. Et Alphine est décédé en 2014 de mémoire, il a eu une maladie. Bref, il est décédé et depuis longtemps, on pense que c'est lui. Ce qui expliquerait pourquoi les bitcoins de Satoshi ne bougent pas, parce qu'il est décédé, etc. Mais là, en fait, on a Jameson Lopp qui a fait une analyse qui montre en fait que, selon lui, ça ne pourrait pas être Satoshi Nakamoto. Pourquoi? Parce que en fait, Alphine aurait participé à une course
une course d'un peu plus de 10 km, 15 km, un 10 miles, en Californie, le samedi 18 avril 2009. Et le samedi 18 avril 2009, sur les horaires de la course, Satoshi Nakamoto a envoyé des mails et a envoyé des transactions sur le réseau Bitcoin. Donc tout ça pour dire voilà pourquoi lui pense que ce n'est pas possible que ça soit lui. Il y a d'autres personnes qui disent mais peut-être qu'il y a d'autres, il y avait plusieurs Satoshi Nakamoto qui travaillaient ensemble. Peut-être même que Alphine avait prévu l'envoi de ces mails en avance, etc. Je pense quand même que c'est peu probable, mais honnêtement, tout est possible. Mais tout ça pour dire, on va dire, ça commence à être encore moins probable que Alphine soit Satoshi Nakamoto. Et après, tant mieux, honnêtement, moi je préfère ne pas savoir qui est Satoshi Nakamoto. Bien sûr, je suis curieux, j'aimerais bien savoir. Mais pour le bien du Bitcoin, tant mieux que ça reste quelqu'un d'anonyme. Après, même si c'est plus anonyme, regardez, Ethereum, on connaît bien le fondateur, on connaît bien même les 8 cofondateurs, mais ça change pas grand-chose. Une fois qu'un réseau décentralisé est lancé, bah, s'il est réellement décentralisé, les fondateurs ou les cofondateurs ne peuvent pas faire grand-chose. Et même là, supposons que Satoshi Nakamoto revienne, ça serait quoi le pire scénario possible? Eh ben, ça serait qu'il a environ 1 million de bitcoins qu'il pourrait vendre sur le marché. Donc oui, ça pourrait crasher le marché à court terme, mais ça ne changerait pas la robustesse du réseau Bitcoin, ça ne changerait pas le processus de minage, il peut pas mettre à jour le Bitcoin comme il veut. Ensuite, on va parler de FTX. Attention, il y a des scams qui circulent en ce moment sur FTX, des emails que vous avez pu recevoir ces derniers jours qui sont en fait juste des arnaques. Donc soyez vigilants, c'est très très compliqué la FTX d'interagir avec tout le processus pour retrouver ces crypto-monnaies. N'hésitez pas à aller sur les sites habituels qui vous ont été communiqués pour se loguer, etc. sur FTX pour suivre l'avancement de toutes ces procédures. Et en parlant d'FTX, il y a pas mal de chances en fait que les utilisateurs récupèrent une partie non négligeable de ce qu'ils ont perdu dans l'affaire FTX. Là en fait c'est deux blocs qui nous dit qu'il y a certaines personnes, certains créanciers, certaines personnes qui avaient de l'argent bloqué sur FTX qui ont réussi à revendre leur part, on va dire, leur compte si on veut. Il y a certaines plateformes qui permettent de faire ça, principalement pour les gros comptes, mais si vous aviez par exemple des millions de dollars bloqués sur FTX, vous pouvez revendre cette dette, on va dire, à quelqu'un d'autre, et cette dette se revend à peu près 50%, 50 cents sur le dollar. C'est-à-dire si vous aviez 1 million de dollars, il y a quelqu'un qui peut venir vous dire, moi je vous reprends votre compte pour 500 000 dollars. Lui, il fait un pari qui va récupérer plus de 500 000 dollars, et vous avez la garantie de récupérer la moitié tout de suite. Donc, ça veut dire, c'est une estimation du marché en fait. C'est ce que le marché pense que vaut les dollars bloqués ou les cryptos bloqués sur FTX. 50% de ce qui a été mis, ça serait mieux que rien et j'espère que ça sera beaucoup plus, notamment grâce à un certain nombre d'actifs qui commencent à être récupérés petit à petit par FTX. On a dit les tokens Solana qui se débloquent au fur et à mesure. Il y a aussi les actions ou les parts de l'entreprise Anthropic, une très grande entreprise, enfin plus une start-up à fort potentiel qui est valorisé à des milliards de dollars, qui fait de l'intelligence artificielle. Bref, il y a plein de choses qui font que petit à petit, les utilisateurs devraient récupérer quand même une quantité non négligeable des cryptos qui étaient bloqués sur FTX. Et je voulais vous parler aussi de Pool Together. C'est un protocole de finance décentralisé que j'apprécie beaucoup. Ils viennent de lancer leur version 5. Pool Together, c'est une sorte de loterie décentralisée. En fait, vous allez mettre des jetons. Par exemple, je vais donner un exemple, vous allez mettre des Ethers stakés sur le protocole, et le rendement de tous les Ethers qui ont été stakés sur une pool donnée vont être partagés de manière aléatoire tous les jours avec un tirage au sort. Il y a potentiellement plusieurs tirages au sort par jour en fonction de la quantité qui est déployée sur le protocole. Et en fait, les rendements vont servir de prix. Donc c'est-à-dire que vous allez à aucun moment perdre ce que vous avez mis dans cette loterie, c'est juste les jetons, les tokens que vous allez mettre sur la loterie dont le rendement va être redistribué aux utilisateurs. Donc ce que vous perdez, c'est le rendement associé à ces tokens, mais le token en question que vous avez mis, vous pouvez le récupérer quand vous voulez, et vous gagnez, on va dire, l'opportunité de faire, par exemple, je sais pas, quelques pourcents, ou un rendement beaucoup plus important, on va dire, grâce aux jetons que vous avez mis sur le protocole. C'est une sorte de loterie avec pas beaucoup de risques, on va dire, à prendre sur ce protocole. Et c'est complètement décentralisé, la version 5 vient d'arriver, lance pas mal de nouveautés. Je vous encourage à aller jeter un œil si ça vous intéresse. Ensuite, on a un petit drama. On a les développeurs Ethereum qui sont en train un peu de se taper dessus. Est-ce que vous connaissez la diversité des clients sur Ethereum, c'est-à-dire la répartition des logiciels qui font tourner le réseau Ethereum? Sur Ethereum, il y a deux types de logiciels différents, les Consensus Clients et les Execution Clients. Les Consensus Clients, c'est ce qui fait tourner, on va dire, la partie Proof of Stake, et l'Execution Client, c'est l'ancienne partie Proof of Work qui continue d'exister. C'est assez bien réparti sur la partie Consensus Client. On a Prism qui a 45%, Lighthouse à 33%, Techwood 15%.
Mais sur la partie execution client, ça se passe moins bien et on a une domination, on va dire, extrême du client historique Get, 84%, et les autres ont très peu de parts de marché. Et pourquoi c'est problématique? Parce qu'imaginez qu'il y a un bug dans Get, ben ça pourrait faire tomber tout le réseau Ethereum. Alors que s'il y a un bug dans Prism, eh ben, on va dire c'est moins grave parce qu'il y a les autres réseaux qui vont continuer à fonctionner, en tout cas sur la partie Beacon Chain. Bref, Get du coup complètement dominant sur le marché, et on a les plus petits, on a Nethermind et Besu, qui sont en train d'essayer de faire des choses pour gagner des parts de marché. Et l'une des solutions qu'ils ont trouvées, c'est d'arrêter de stocker l'historique, on va dire, des transactions sur Ethereum et de se reposer sur d'autres nœuds pour récupérer cet historique. Et ils ont même proposé cette évolution, qui est en fait un non-respect de la blockchain actuelle sur Ethereum, des règles de la blockchain actuelle. Ils ont même proposé cette évolution pour standardiser ce mécanisme qu'ils ont mis en place. Et là, on a les développeurs de Get, avec Peter, je sais pas comment ça se prononce, le lead développeur de Get, karalab.het, on va dire, c'est son ENS, est en train de dire c'est juste n'importe quoi ce que Nethermind et Besu sont en train de faire pour essayer de gagner des parts de marché. Ils sont en train de pas respecter les règles du protocole Ethereum, tout ça pour grappiller quelques pourcents. Donc je les comprends, Nethermind et Besu, ils essayent de dépasser les 10%, et c'est bien pour le réseau qui gagne de plus parts de marché, mais il faut pas non plus, on va dire, ne pas respecter les règles de la blockchain, les règles du protocole, les règles de ce consensus global qui existe depuis un certain temps. Alors il y a des propositions d'ailleurs pour faire évoluer ce protocole pour ne pas stocker un certain nombre de transactions, mais c'est pas du tout ça qu'ils veulent faire. Ils veulent un peu faire, veulent un peu faire ça rapidement et sans consensus global. Bref, je trouve pas que c'est bien. Il faudrait qu'ils arrêtent de faire ça, et c'est pour la santé du réseau. Il faut aussi trouver d'autres manières de faire en sorte que Get ne soit plus aussi. Donc voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.